cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a pris part à un mini-sommet en Mauritanie. Un sommet qui a vu la création du G5 du Sahel. Point de presse cet après-midi de l'avocat des exclus du MNSD Nassara le 13 février dernier pour expliquer la décision du juge qui les suspend provisoirement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a pris part en Mauritanie à un mini-sommet qui a regroupé la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. À l'issue du sommet, les 5 États ont créé un cadre qu'ils ont appelé G5 du Sahel et qui a pour mission de coordonner leur politique en matière de sécurité. Par rapport à la création de ce G5 du Sahel, suivons ce dossier signé Idi Maman Siraj. Le Sahel est devenu ces dernières années une région de trafic en tout genre, mais surtout les sanctuaires de groupes armés liés à Al-Qaïda et particulièrement Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, qui n'a pas souvenance des attaques terroristes contre la caserne militaire d'Agadez, qui non plus ne se souvient de l'évasion spectaculaire d'un terroriste à la prison civile de Niamey. Si en Algérie c'était un commando terroriste qui avait pris en otage les travailleurs du site gazier d'Inamenas, par contre au Mali, c'était tout le nord du pays qui à un moment donné était sous le contrôle des groupes armés terroristes. C'est pour permettre aux pays du Sahel de mieux coordonner leur politique en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme que le G5 du Sahel a vu le jour à l'issue d'un mini-sommet ayant regroupé les présidents Ould Abdel Aziz de la Mauritanie, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mahamadou Issoufou du Niger, Blaise Compaoré du Burkina Faso et Idriss Déby Itno du Tchad. Pour certains acteurs de la société civile nigérienne, l'enjeu de la création de ce G5 du Sahel est de taille. Au regard quand même des enjeux que nos pays connaissent, notamment en termes de sécurité, nous estimons que ce cadre-là va prendre en charge la question de sécurité à travers d'abord la réflexion et ensuite les mesures qui seront prises en termes de dispositifs militaires et logistiques pour justement faire en sorte que cette crise justement soit prise en compte. Nous pensons que aujourd'hui l'acuité du problème de sécurité fait en sorte que les 5 pays qui se sont engagés n'ont pas de choix et très certainement ils vont devoir s'impliquer pour que effectivement la question de sécurité soit le centre de leur réflexion. Le constat est établi que en fait les États font énormément de dépenses publiques en vue d'assurer donc la sécurité de leur territoire et également promouvoir leur développement. Il est également établi que aucun des États, en tout cas à l'heure actuelle, n'arrive à s'en sortir seul face justement à ces menaces de divers ordres. Donc le fait que les États se rendent à l'évidence qu'il y a une nécessité de mutualiser les efforts et donc de fédérer les actions en vue de les rendre plus efficaces, me paraît être en tout cas la meilleure des choses qu'il faille faire dans ce contexte-là.
Pour Mohamed Bachar, coordinateur du réseau Espérance, si l'importance d'un tel regroupement en matière de sécurisation de l'espace sahélien n'est pas à démontrer, par contre, le fait que des pays comme l'Algérie ou la Libye n'en fassent pas partie peut constituer un handicap pour son efficacité. Ce qui aurait été souhaitable, effectivement, c'était d'avoir dans ces girolles-là des pays tels que l'Algérie et tels que la Libye, comme vous l'avez si bien dit, compte tenu donc de leur importance stratégique et de leur positionnement même par rapport à ces États et du contexte sécuritaire qu'eux-mêmes y vivent. Mais bon, peut-être ces différents États n'ont pas marqué leur intérêt justement pour adhérer à ces mécanismes. Mais si cela était possible, évidemment, ça pourrait être un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus efficace et beaucoup plus viable en termes d'efficacité et en termes également, si vous voulez, d'efficience des moyens qui pourraient être déployés en vue de sécuriser donc les différents États et de promouvoir leur développement. Il faut noter qu'en avril 2010, pour mieux coordonner la lutte contre AQMI, le Mali, la Mauritanie, le Niger et l'Algérie avaient créé un comité d'état-major opérationnel conjoint dénommé CEMOC, basé à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie et disposant d'un centre de renseignement à Alger. Indépendamment du CEMOC, le G5 du Sahel envisage de développer des infrastructures dans des domaines tels que le transport, l'énergie, les télécommunications et l'hydraulique ainsi que la sécurité alimentaire. Dans sa mission qui est celle d'ancrer durablement la paix et la prospérité dans le Sahel, le G5 du Sahel nécessite l'accompagnement des partenaires, notamment des institutions de financement arabes et de l'organisation des pays exploitateurs du pétrole, mais aussi et surtout le soutien de la population sahélienne. Un tir à balles réelles aurait lieu à la résidence du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, hier soir aux environs de 0h. Selon nos sources, cette balle aurait atterri à quelques mètres du lit du président de l'Assemblée nationale. Il serait venu du toit. D'autres précisions avec la télévision Dunia. C'était aux environs de 0h qu'une balle réelle d'une arme à feu aurait touché le toit de la maison de la résidence du président national du Modène FA Lumana, Hama Amadou. La balle, dont on ignore pour l'instant sa provenance, a percé le staff du toit pour finir sa course à moins de 2 mètres du lit du président, en témoigne l'ancien ministre de la Santé, Soumana Sanda. Le tir a été fait avec une précision inquiétante dans la mesure où la balle a atterri à moins de 2 mètres du lit, donc de la chambre à coucher du président. Mais enfin, c'est à la police de déterminer les circonstances et au besoin de remonter au commanditaire de cet acte. Quelle explication peut-on donner à l'acte? La question reste posée. Pour l'heure, la police scientifique s'est rendue sur les lieux pour faire des investigations. Plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le président de l'Assemblée nationale, peu après avoir tenu un meeting dans la commune 5 de Niamey, le samedi dernier, s'est envolé pour Téhéran dans le cadre d'une mission parlementaire. À noter que la presse n'a pas été autorisée à prendre les images de l'impact de la balle en question. Affaire donc à suivre. Justement, par rapport à cette situation, la direction générale de la police nationale a rendu un communiqué dont la teneur suit. Dans la nuit du lundi 17 février 2014, aux environs de minuit 50 minutes, le directeur de la police judiciaire a été saisi par M. Soumana Sanda d'un cas de tir par arme à feu au domicile du président de l'Assemblée nationale, M. Hama Amadou. À 1h10, le directeur de la police judiciaire s'est transporté sur les lieux en compagnie d'une équipe de service central de l'identité judiciaire, une équipe d'officiers de police judiciaire.
À leur arrivée, ils ont été accueillis par l'inspecteur de police Dodo Hassan, chef du service sécurité du président de l'Assemblée nationale, qui les a introduits à l'intérieur où ils ont trouvé M. Soumana Sanda, Ali Babati et d'autres personnes. Les premières diligences ont permis de constater qu'une balle a perforé le toit de la résidence du président de l'Assemblée nationale. Les enquêtes de voisinage et les témoignages des agents de sécurité ont fait ressortir des détonations qu'ils ont assimilées à des pétards, et ce, dans un temps très voisin des moments des faits. Pour mener à bien les investigations, après les premières constatations et diligences en raison de l'obscurité, les opérations ont été reprises le lendemain matin aux environs de 8h30 en présence du premier substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, des techniciens du laboratoire de police technique et scientifique. Ces constatations et diligences ont été effectuées en présence des sieurs Soumana Sanda, Oumarou Dogari, Ismaël Hamma, le fils du président de l'Assemblée nationale, Maître Moussi, et du chef de sécurité du président de l'Assemblée nationale. Au cours de ces constatations, il a été révélé un certain nombre de points. 1. Le projectile a perforé le toit de la chambre d'une domestique. 2. Une balle de calibre 7 mm 65 a été retrouvée sur les lieux. 3. Les différents diamètres de perforation, la sortie de la balle ont été mesurés. 4. Les calculs effectués par rapport à son calibre, à sa trajectoire et à son inclinaison ont permis de déterminer que la zone de provenance de la balle ne dépasse pas 100 à 110 mètres. 5. Le tir effectué sur un angle de 10 degrés par rapport à la verticale venait du côté nord-est. 6. La balle qui a été retrouvée dans la chambre de la domestique est à la fin de son parcours parce que les enquêteurs n'ont relevé aucun impact de la balle au sol. Il est significatif de noter 1. Qu'au moment des faits, le président de l'Assemblée nationale était en mission hors du Niger. 2. Un huissier requis par la famille ou les proches du président de l'Assemblée nationale a été prié d'attendre la fin des investigations par la police judiciaire. L'enquête qui vient d'être ouverte sous la direction du parquet de Niamey suit son cours. La suite de cette édition, l'avocat des membres du MNSD Nassara, exclu du parti le 13 février dernier, a tenu cet après-midi une conférence de presse. Il a apporté des explications sur la décision rendue par le juge cet après-midi par rapport à l'exclusion des 9 membres. Suite à cette décision, ces 9 membres sont temporairement suspendus du parti et ne peuvent donc plus s'exprimer au nom du parti. La teneur avec Alidou Adam, avocat des 9 membres. D'un communiqué qui a été rendu par le MNSD Nassara relativement à l'exclusion d'un certain nombre de membres, que nous avons jugé utile de saisir le juge des référés. Et lorsque nous avons saisi le juge des référés, en examinant les pièces qu'on lui a fournies et éventuellement les textes du parti, il avait estimé qu'il y avait une procédure qu'on n'avait pas engagée avant de venir le saisir. Et c'est ce que les textes appellent la commission d'arbitrage et de conciliation. Et cette procédure est prévue par les textes du parti. Et cette procédure, selon les textes du parti, est obligatoire. Lorsqu'il s'agit d'une procédure de sanction, d'exclusion ou de quoi que ce soit, dès qu'il s'agit d'un litige entre les membres du parti, il faut nécessairement passer par cette commission d'arbitrage. Mais à notre grande surprise, ceux qui pensent détenir la vérité du droit, eux-mêmes n'ont pas respecté cette procédure. Parce qu'avant de sanctionner, les propres textes du parti
ont précisé qu'il faut toujours au préalable passer par la commission d'arbitrage et de conciliation. Or, la décision qui a été rendue le 13 février a passé sous silence cette procédure. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons estimé nécessaire de préciser ce point parce qu'il semblerait qu'on est en train de dire que le juge a dit que c'est fini, etc. Le juge a dit ceci. Il déclare irrecevable en l'état l'action de référé que nous avons engagée contre la sanction d'exclusion définitive des membres du bureau politique ou des membres du parti, en raison du fait qu'on n'a pas observé la procédure prévue par l'article 85 des statuts du parti. Voilà ce que a dit le juge. Donc, dans ces conditions, la procédure n'est pas terminée. Il a dit à l'État, c'est-à-dire présentement où on l'a saisi, il ne peut pas rentrer dans le fond du dossier pour nous dire si oui ou non il doit suspendre l'exécution des décisions qui ont été prises. Et donc, on ne peut pas sur cette base parce que le juge a tranché le débat. Le débat n'est pas tranché. Et nous avons la possibilité de faire appel. Et c'est ça que nous sommes en train de... C'est à ça que nous sommes en train de nous atteler. Et en dehors de cette procédure de référé, il y a ce qu'on appelle la procédure du fond. Là, parallèlement, on va engager la procédure du fond. Le référé, c'est tout juste une mesure provisoire pour suspendre une décision qui, apparemment, est illégale et inique. Parce qu'on n'a pas respecté les textes. Et là, le moment venu, ça aussi, vous serez édifiés là-dessus. Mais pour le moment, nous sommes dans une procédure de référé. Ce n'est pas le fond. Donc, on ne peut pas clamer sur les zones qu'on a eu gain de cause ou non. Ce n'est pas une question de gain de cause ici. Il n'y a pas de gain de cause. Le Niger vient d'être classé parmi les pays ayant éradiqué la dracunculose ou ver de Guinée par l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Santé publique a reçu cet après-midi la lettre officielle de la directrice générale de l'OMS des mains de son représentant au Niger, notifiant ainsi aux autorités la certification de l'éradication du ver de Guinée dans le pays. Le bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a animé ce matin une conférence. La conférence est placée sous le thème « Les défis de la mémoire des efforts de développement en Afrique, tragédie, statistiques ou opportunités de renaissance ». Compte rendu, Jibril Mechidou. Les défis de la mesure des efforts de développement en Afrique, tragédie, statistiques ou opportunités de renaissance. Tel est le thème de cette conférence initiée par le bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies, CEA. Elle vise à exposer le rationnel de la qualité des statistiques produites et diffusées par les pays africains. Souvent, pour mesurer un peu la richesse qui est produite en Afrique, dans nos pays, on avait quelques difficultés. Je prends juste un exemple. Il y a 20 à 30 ans, lorsqu'on parlait de la production intérieure brute, il y avait un certain nombre de richesses qui étaient produites qui n'étaient pas intégrées. De plus en plus, nous avons amélioré nos outils. Et de plus en plus, on reconnaît que l'Afrique a fait beaucoup de progrès, y compris dans le domaine de la statistique, y compris dans la production des richesses. La qualité des statistiques des États africains a été questionnée à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne leur capacité à accompagner de manière effective les efforts de développement ainsi que la formulation, la mise en œuvre et le suivi évaluation des projets et programmes de développement. C'est pourquoi le conférencier a centré son exposé sur les défis persistants et les efforts à fournir afin de relever les défis en matière de données statistiques. Nous voulons que ça soit vraiment un échange, que ça soit interactif. Il n'y a pas d'un côté les producteurs de statistiques représentés par l'INS et les autres institutions internationales qui produisent des statistiques, et de l'autre côté les utilisateurs de statistiques. Ce débat
a toujours eu lieu où on se plaint de la quantité, de la qualité de statistiques que les utilisateurs, à un moment ou à un autre, utilisent. On a des étudiants, on a des chercheurs, on a les décideurs qui regardent toujours les producteurs comme ceux qui n'ont pas fait leur travail. Vous faites partie de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il y a des critères de convergence pour lesquels vous devez produire des données régulièrement pour voir comment le Niger s'intègre avec les autres pays dans la région. Les pays qu'on appelle les pays qui sont pris dans un cercle vicieux. Ce sont des pays où on produit des statistiques, mais ces statistiques, il s'avère, de manière très objective, elles ne sont pas de bonne qualité. Quand les utilisateurs perçoivent que les statistiques ne sont pas de bonne qualité, donc ils ne les utilisent pas. Ils vont aller chercher des statistiques à la Banque mondiale, sur d'autres sites, ainsi de suite. Plusieurs interventions pertinentes ont été faites par les participants qui ont beaucoup enrichi la conférence. Sur un tout autre plan, fin ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la première session ordinaire du Conseil économique et social CESOC. Plusieurs résolutions et recommandations ont été formulées par les conseillers relayés dans un discours prononcé par le président du CESOC, Issa Mustafa. Après 15 jours de travaux, la première session ordinaire du CESOC s'est achevée avec une note de résultat probant qui constitue d'ailleurs un réel motif de satisfaction en présence des hautes personnalités et les partenaires techniques et financiers. Il nous faut à présent approfondir la réflexion sur les voies et moyens de la mise en œuvre de nos recommandations en direction des pouvoirs exécutifs et législatifs. Pour ce faire, nous devons aller au-delà de la simple formulation des conseils et avis pour les accompagner de mesures aptes à assurer leur prise en compte effective par les entités concernées. Faute de quoi, il est à craindre que nos productions ne suscitent la moindre réaction auprès de leurs destinataires de droit. Plusieurs thématiques ont été débattues par les conseillers. La question de l'école nigérienne n'est pas restée en marche. Le CESOC s'y engagera aussi pleinement que nécessaire. S'agissant de la question non moins épineuse de pléthore d'enseignants dans les grands centres urbains au détriment des écoles en milieu rural, le CESOC invite les ministres en charge des enseignements primaires et secondaires à approfondir les réflexions et à trouver des réponses pour le bien de l'école, des enseignants et de leurs familles et partant de la nation tout entière. Et parmi les résolutions à l'endroit du bureau, la reconstitution de la mémoire du CESOC. Je me félicite en particulier du souci exprimé par notre Conseil de reconstituer la mémoire du CESOC en faisant la collecte des archives vivantes et en le dotant, dans les meilleurs délais, d'un outil documentaire de référence. Le président du Conseil économique, social et culturel, avant de terminer son propos, a félicité la qualité du travail produit par les conseillers du CESOC lors de cette session ordinaire au titre de l'année 2014. La foire Ariane se poursuit au palais du 29 juillet. Hier soir, un tombola a été organisé par le promoteur de cette foire afin de récompenser les clients. Plusieurs lots, notamment des congélateurs, ont été remportés. Compte rendu, Hima Seibou et Jamilou Oumarou. Récompenser les clients ayant fait des achats à la foire Ariane, tel est l'objectif de cette tombola organisée par les responsables de la 20e édition de la foire Ariane. Ainsi, à l'issue d'un tirage au sort, plusieurs lots ont été remportés, notamment un congélateur, une table de tennis et un vase céramique iranien. Cette tombola est donc une aubaine pour la population
qui, selon le promoteur de la foire, doit faire le déplacement au palais du 29 juillet de Niamey afin d'acheter et remporter plusieurs autres lots. Nous avons décidé pour faire un tombola cette année que 20 marchandises qu'ils nous ont données. Aujourd'hui, nous avons tiré les tombola pour 20 personnes. Déjà, ils sont annoncés de nos numéros de téléphone. Encore, nous avons décidé pour prolonger des fois pour 13 jours jusqu'à le 1er mars. Dans nos 2 semaines, après 2 semaines, le 1er mars il va finir, nous avons cassé vraiment des prix pour la population Niger. Cette fois, vraiment, nous avons cassé le prix. Les derniers jours, nous avons prolongé le 1er mars. Cette foire se tiendra jusqu'au 1er mars 2014. Vous pouvez vous y rendre afin de découvrir des objets rares, de qualité, vendus à prix abordable et surtout multiplier vos chances de gagner un congélateur et plusieurs autres lots. Voilà, ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite sur des programmes sur la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.